Chunk One. Forçait ce que je peux faire. Mon mari a été très malade pendant longtemps, puis il est décédé et il n'est pas décédé paisiblement. Il est mort et je ne pensais pas pouvoir retravailler un jour. Nous étions si proches et sa famille, la famille de Mitzi Geyer, a attendu après sa mort pour s'exprimer. Ils étaient obligés. Ce qu'ils ont découvert dans sa maison de Beverly Hills était trop important pour être ignoré. Pendant 70 ans, elle a porté le fardeau de ce qui s'est passé avec Howard Hughes en 1949. Elle n'avait que 18 ans. Il en avait 44 et était obsédé. Sa famille a trouvé des preuves de quelque chose qui aurait pu détruire sa carrière avant qu'elle ne commence. Les lettres, les cadeaux, les transactions foncières, tout cela raconte une histoire différente. Ce que Hughes lui a fait a changé Hollywood à jamais. Mais personne ne le savait jusqu'à présent. Mitzi Gaynor est née le 4 septembre 1931 à Chicago. Son vrai nom était Francesca Marlene Dani von Gerber. Ses parents venaient de Hongrie peu de temps auparavant. Son père, Henry, avait joué de la musique dans les rues de Budapest pour survivre. Sa mère, Pauline, était une danseuse qui avait fui des traditions strictes. Ils sont arrivés en Amérique à une époque où l'alcool était interdit et où les emplois étaient difficiles à trouver. Ils avaient du sang noble, mais pas d'argent. Le nom von Gerber montrait qu'ils avaient autrefois fait partie de la noblesse hongroise, mais ils vivaient maintenant dans de petits appartements dans des quartiers surpeuplés. Pourtant, la musique et la danse sont restées dans leur vie. Ils ont élevé Mitzi dans une maison remplie de rythme et de grâce. À l'âge de 3 ans, sa famille a déménagé à Elgin, dans l'Illinois. Elle a passé beaucoup de temps avec sa grand-mère là-bas et a vu ses premières scènes dans les théâtres locaux. Des années plus tard, un détail surprenant est apparu. Son demi-frère, issu du second mariage de son père, est devenu un militant anti-guerre bien connu, nommé Donald W. Duncan. Même si leur vie était très différente, tous deux venaient des mêmes racines de lutte et de choix audacieux. Ce même feu a poussé Mitzi vers une vie sous les projecteurs. Chunk 2. Quand elle n'avait que 4 ans en 1935, Mitzi a commencé des cours de ballet dans un petit studio à Chicago. Son professeur était très strict. Elle venait de la célèbre famille Shares. La mère de Mitzi, qui dansait elle-même, l'a poussée à continuer. À l'âge de 7 ans, Mitzi a fait sa première performance solo en 1938 dans une église locale. Elle était si nerveuse qu'elle s'est mouillée sur sa scène, mais la foule a applaudi si fort qu'elle a dû revenir et se produire à nouveau après s'être séchée. Ce moment lui a appris quelque chose d'important. Si vous continuez, même après quelque chose d'embarrassant, les gens vous soutiendront toujours. En 1939, elle apprenait secrètement le claquette et l'acrobatie. Ces mouvements supplémentaires ont surpris tout le monde. En 1942, alors qu'elle avait 11 ans, sa famille a déménagé à nouveau, cette fois à Détroit. Là, Mitzi s'est entraînée encore plus dur. À 12 ans, elle a remporté un concours de talent avec une routine audacieuse qui mélangeait danse et acrobatie. Elle a gagné 50 $ et a attiré l'attention de quelqu'un d'Hollywood. Ses joues étaient rondes et ses jambes étaient longues. Pas ce que les gens attendaient d'une star, mais elle s'entraînait 10 heures par jour. À 13 ans, elle a rejoint le Los Angeles Civic Light Opera. La même année, en 1944, elle a dansé dans un spectacle intitulé Song Without Words. Même à ce jeune âge, elle était déjà en train de devenir une star. Le déménagement à Détroit en 1942 a été un grand changement. Son père a trouvé du travail comme directeur musical, mais cela signifiait laisser tous ses amis derrière elle à Chicago. Il vivait près du Fox Theater, dans un petit appartement. Mitzi allait à l'école publique et s'entraînait en secret parce qu'elle ne voulait pas avoir d'ennui pour avoir séché les cours. Elle s'entraînait 8 heures par jour en le cachant à tout le monde. En 1943, alors qu'elle avait 12 ans, elle a participé à un concours de talent sans en parler à personne. Sa routine était tellement pleine d'énergie qu'elle a remporté le premier prix, un bon de guerre de 100 $. Les juges ont été choqués.
Un découvreur de talent de 20th Century Fox était dans le public et lui a offert un essai à l'écran. Chunk 3. Pour la même année, ses parents ont divorcé, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Mais ce prix de 200 $ a aidé sa famille à traverser une période très difficile. En 1944, elle est arrivée à Hollywood. Elle a même menti sur son âge pour pouvoir travailler. C'était son évasion d'une vie difficile dans le Midwest. La Grande Dépression a durement frappé sa famille. Il venait d'arriver à Chicago en 1931. Son père ne pouvait trouver que de petits emplois musicaux qui rapportaient 25 $ par semaine. En 1933, sa mère a dû mettre des bijoux en gage juste pour les nourrir. En 1935, ils ont été expulsés 2 fois. Mitty dormait sur un petit lit de camp dans une pièce bondée. À partir de 13 ans, Mitty a commencé à envoyer de l'argent à ses parents. Cette lutte l'a rendue plus forte. En 1944, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mitty n'avait que 13 ans lorsqu'elle a été repérée par un producteur nommé Edwin Lester lors d'un récital de danse à Détroit. Il recherchait des talents pour le Los Angeles Civic Light Opera. Il a été tellement impressionné qu'il l'a emmenée directement à Hollywood et l'a aidée à rejoindre la Hollywood Professional School. Là, elle a suivi des cours tout en s'entraînant et en se produisant sur scène. Elle a travaillé avec le Civic Light Opera et a dansé dans des rôles de second plan. Même si sa famille avait des racines nobles, il était clair qu'elle avait travaillé pour tout ce qu'elle avait obtenu. À 12 ans, elle dansait déjà dans des camps militaires. Il n'y avait pas assez d'artistes adultes à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, de jeunes stars comme Mitzi ont comblé le vide. Les critiques ont remarqué qu'elle dansait avec l'habileté de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Mais derrière les sourires, ce n'était pas facile. Elle s'entraînait tellement dur qu'elle s'endormait souvent pendant les répétitions. Sa mère Pauline la poussait tout aussi fort. En 1945, Mitty jouait de grands rôles dans des spectacles comme Roberta. Elle avait réussi. La même année, à 13 ans, elle a joué dans Song Without Words au Grieg Theatre de Los Angeles. Chunk 4. Foire les foules était énorme, jusqu'à 8000 personnes. Elle a dansé des routines complexes avec des tours précis et un jeu de jambes parfait. Les critiques ont été stupéfaits qu'une personne aussi jeune puisse jouer avec une telle grâce. Elle s'entraînait depuis l'âge de 4 ans et cela se voyait. Les répétitions duraient 12 heures. Elle devait encore aller à l'école. Parfois, elle s'effondrait d'épuisement, mais le spectacle a rapporté plus de 50 000 $, ce qui était une somme énorme en 1944. Ce moment l'a fait passer de danseuse de second plan à des rôles principaux. Les gens étaient émerveillés par sa discipline. On disait que les danseurs plus âgés étaient jaloux d'elle, mais elle a continué d'avancer. Le 15 mars 1949, alors que Mitzi avait 18 ans, elle a signé un contrat de film de 7 ans avec la 20th Century Fox. Elle avait auditionné encore et encore, parfois 15 fois par semaine, en 1948, chantant des airs d'opéra pendant des heures. L'accord lui donnait 500 $ par semaine, ce qui équivaudrait à environ 6 000 $ par semaine aujourd'hui. Un dirigeant n'aimait pas son vrai nom, le trouvant trop semblable à celui d'une épicerie fine. Il lui a donné un nouveau nom, Mitty Gaynor, d'après une autre star, Janet Gaynor. Son premier grand film est sorti le 15 septembre 1950. Il s'appelait My Blue Heaven. Elle avait 19 ans et jouait une chanteuse et danseuse nommée Gloria Adams. Elle a joué avec Betty Grable, mais beaucoup ont dit que Mitzi l'avait éclipsée. Son numéro de claquettes était rempli de vie et d'énergie. Le film a rapporté plus de 2 millions de $. Après cela, les lettres ont commencé à affluer, 500 chaque semaine. Il y avait même des rumeurs de romance avec Dan Daly, sa co-vedette. Vraies ou non, Mitzi était devenue une star du jour au lendemain. L'année suivante, le 6 juillet 1951, elle a joué une fille de sororité dans Take Care of My Little Girl. Elle avait 20 ans et a montré qu'elle pouvait jouer, pas seulement danser. Ses scènes sur le bizutage à l'université étaient intenses. Une scène montrait des abus mentaux dont on parlait rarement en 1951. Les fans lui ont
et ont envoyé 1000 lettres par mois. Certaines écoles ont même interdit le film, mais les critiques ont vu sa profondeur et l'ont félicité. Chunk, 5. Forel ne voulait pas être coincée dans un seul type de rôle et ce film a prouvé qu'elle avait de la portée. Plus tard, cette année-là, le 1er novembre 1951, elle a joué dans Golden Girl le rôle de Elle Crabtree. Elle a été nominée pour un Golden Globe le 24 janvier 1952. Elle a dû apprendre d'anciennes danses comme la polka et chanter des chansons des années 1860. Une chanson a même été nominée pour un Oscar. Elle s'était cassé un orteil pendant le tournage, mais a continué. Le film montrait des espions de la guerre de Sécession et a suscité des débats sur l'histoire réelle. Mais les fans ont adoré son énergie. Elle recevait 2000 lettres de fans chaque semaine. Même si les critiques étaient mitigées, le film a rapporté 1,5 million de dollars. En 1952, elle a joué dans Bloodhounds of Broadway le rôle d'Emily Ann Stackerly. Une mauvaise chute le 5 mars 1952 lui a cassé la cheville et a retardé le film. Fox a perdu 50 000 dollars. La blessure a fait les manchettes. Mitty a continué à travailler même si sa cheville lui faisait mal pendant des années. Elle a plus tard plaisanté en disant « Je me suis cassé les 10 orteils, les 2 chevilles ». Les fans ont envoyé 1500 cartes de sympathie. Le film a rapporté entre 1,2 et 2 millions de dollars. En 1953, elle a joué la star de vaudeville Eva Tang dans I Don't Care Girl. Il est sorti le 14 janvier. Les danses étaient audacieuses et repoussaient les limites. Certains de ses costumes étaient si révélateurs que le studio a dû les modifier. Certaines scènes certaines ont été coupées après de mauvaises réactions lors des avant-premières. Malgré tout, le film a rapporté 1,1 million de dollars. Les fans ont envoyé 200 lettres louant sa performance intrépide. Certaines de ses covedettes ont ajouté des blagues pendant le tournage qui sont restées dans la version finale. Pour son 26e anniversaire, le 4 septembre 1957, Mitzi Gaynor a participé à l'une des auditions les plus épuisantes de sa vie. Elle voulait le rôle de Nellie Forbush dans South Pacific, mais de grands noms comme Elizabeth Taylor, Doris Day et Lana Turner étaient envisagés. Ce qui a choqué tout le monde, c'est que Frank Sinatra, qui n'était même pas dans le film, a interrompu son propre film pour l'aider à se préparer. Il croyait tellement en elle. Alors que d'autres actrices ont abandonné, Mitzi a réussi un test brutal de 2 heures de chant, de danse et de jeu d'acteur non-stop. Chunk, 6. Pour parmi plus de 200 femmes, elle a obtenu le rôle. C'était une victoire énorme, mais la pression a failli la briser. Malgré tout, ce rôle lui a valu une nomination aux Golden Globes et a fait d'elle une star. Contrairement à beaucoup à Hollywood à l'époque, Mitty n'a laissé personne doubler sa voix. Dans South Pacific, elle a chanté chaque mot elle-même. Sa scène la plus célèbre a été filmée pendant une vraie tempête de pluie hawaïenne le 12 août 1957. La pluie tombait à verse, la trempant d'eau glacée pendant qu'elle dansait pieds nus sur du sable brûlant. La douleur était réelle. Elle a eu des brûlures aux pieds, mais n'a jamais arrêté. Son chant en direct s'est démarqué alors que d'autres membres de la distribution avaient voix. Ou leur pouvoir voix voix remplacée. Cette chanson, I'm Gonna Wash That Man Right Out of My Hair, est devenue emblématique. La bande originale a été un énorme succès, se classant en tête des charts britanniques pendant 70 semaines et se vendant à plus de 1,8 million d'exemplaires en 2005. En coulisses, les choses n'étaient pas faciles. Elle et le réalisateur Joshua Logan se disputaient souvent. Ils voulaient que Nellie semble plus haineuse, reflétant le racisme des années 1940. Mais Mitty n'était pas d'accord. Elle a changé une ligne pendant la répétition pour quelque chose de plus doux. I was taught to hate. Et cela a choqué tout le monde. Ce seul changement a conduit à 17 reprises. Certaines personnes pensaient qu'elle allait se faire renvoyer, mais le public a adoré sa version. Les critiques ont dit que cela rendait sa performance plus réelle.
Son choix a aidé le film à parler au mouvement croissant des droits civiques en Amérique. Le film a été un succès. Il a rapporté 36,8 millions de dollars en Amérique du Nord, ce qui équivaudrait à environ 380 millions de dollars aujourd'hui. À l'échelle mondiale, il a dépassé les 90 millions de dollars en 1960. Pourtant, Mitty était dure envers elle-même. Dans une interview en 2009 à Kauai, elle a dit qu'elle se sentait mal distribuée. Elle pensait que la caméra ne la flattait pas et a dit que son jeu d'acteur était juste correct. Elle a fait 45 tests de maquillage pour essayer d'être plus belle sous l'éclairage dur et elle a senti que sa danse n'était pas assez utilisée. Les fans ont été choqués d'entendre cela, d'autant plus que le film a été nominé pour 3 Oscars et est resté dans les charts britanniques pendant 115 semaines. Après cela, elle a fait un pas audacieux et a joué dans Happy Anniversary en 1959. Chunk 7. Pour elle, a joué une femme qui révèle qu'elle a déjà trompé et a même laissé entendre qu'elle avait eu des relations sexuelles avant le mariage. Une de ses répliques, We've been celebrating for 15 years, a failli faire interdire le film dans des endroits comme le Kansas et l'Ohio. C'était les années 1950 et les gens n'étaient pas prêts à ça. Ils ont dû refaire 12 scènes et ont dépassé le budget de 200 000 $. Mais les gens sont venus le voir. Plus de 1,2 million de personnes l'ont regardé. Et même si les critiques étaient celles et mitigées, Mitty a prouvé qu'elle pouvait gérer des rôles plus sérieux et audacieux. En 1968, elle a réalisé sa première émission spéciale télévisée intitulée Mitty. Elle a été diffusée sur NBC, pas sur CBS comme certains le pensent. Ce n'était pas qu'une émission, c'était une grande célébration colorée de ses talents. Elle a dansé avec 50 artistes dans des costumes brillants et a inclus des chansons qui montraient son côté personnel. Plus de 30 millions de personnes l'ont regardée et l'émission spéciale a remporté un Emmy pour l'utilisation audacieuse de la couleur. Elle avait 37 ans et gagnait également 45 000 $ par semaine à Las Vegas à l'époque. Cette émission a fait d'elle une star de la télévision. L'année suivante, en 1969, sa deuxième émission spéciale a poussé les choses encore plus loin. Elle a fait un numéro de comédie complet sur l'alunissage d'Apollo 11 quelques mois seulement après qu'il ait eu lieu. Vêtue d'une combinaison spatiale brillante, elle a dansé dans une fausse gravité zéro et a fait des blagues sur la façon dont la NASA avait dépensé plus de 25 milliards de dollars. Certains téléspectateurs ont pensé qu'elle était allée trop loin, surtout pendant une partie où elle a fait du lip-sync sur de l'audio lunaire modifié. Mais 25 millions de personnes se sont connectées. L'émission était pleine de mouvements audacieux et touchait à des choses réelles, comme les protestations contre la guerre du Vietnam, ce qui la rendait actuelle et brute. En 1964, elle a partagé la scène avec les Beatles dans l'émission Ed Sullivan. Plus de 70 millions de personnes regardaient. Elle a fait une routine de danse torride de 9 minutes, pendant que des milliers de fans criaient dehors. Dans un moment surréaliste en coulisses, Paul McCartney a emprunté son sèche-cheveux et lui a demandé son autographe. Cet épisode a été vu par plus d'Américains que l'alunissage plus tard. L'Église catholique n'était pas contente. Ils ont critiqué ses mouvements comme s'étant trop sexy, mais elle s'en fichait. Elle se tenait fièrement à un tournant de la culture pop, juste entre le vieil Hollywood et l'ère du rock and roll. Entre 1968 et 1978, elle a réalisé 9 émissions spéciales télévisées. Chunk, Rit, pour elle sont devenus des événements annuels. L'une d'elles mettait en vedette Bob Hope et 100 danseurs masculins. Une autre la montrait en train de faire des biscuits. Certaines étaient à thème comme les années folles, son émission spéciale Mitty de 1975. Un hommage à la femme au foyer américaine, parlait de problèmes réels comme l'inégalité salariale et le fardeau d'être une femme au foyer. À une époque où les femmes ne gagnaient que 59 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, elle dansait en tablier et en talons, utilisant l'humour pour faire valoir son point de vue. C'était audacieux, féministe et puissant sans crier. Elle a obtenu des nominations aux Emmy Awards et a attiré 25 millions de téléspectateurs.
Avant tout cela, en février 1961, Mitzi avait conquis Las Vegas. Elle a commencé à se produire au Flamingo Hotel et y est restée jusqu'en 1965, faisant plus de 600 spectacles. Elle empochait 45 000 $ par semaine en 1968, plus que presque tout le monde, même Liberace. Ses actes mélangeaient comédie, ballet, costumes extravagants et révélations surprises. Bob Mackie a commencé à concevoir pour elle en 1966, créant des robes à couper le souffle qui se détachaient en pleine danse. En 1964, l'Église catholique a même qualifié son acte de lascif, mais les fans ont continué à venir. Elle a placé la barre haute pour les femmes à Vegas. Puis, en 1966, elle a déménagé au Riviera Hotel où elle est restée jusqu'en 1972. Son contrat était massif, 50 000 $ par semaine dans les années 1970. Elle a imité des stars comme Marlène Dietrich et a fait des danses sauvages et audacieuses qui ont illuminé la scène. Une routine était si étrange et brillante qu'elle impliquait une cloche de vache, l'obscurité totale et des danseurs surgissant de nulle part. Bob Mackie a continué à repousser les limites avec ses costumes. C'est l'époque qui a figé son héritage en tant qu'icône de Vegas. Dans les années 1980, elle a emmené son spectacle seule en tournée. Le titre était « Mitzi ». What's a nice girl like you doing in a place like this? Même dans la cinquantaine, elle dansait, faisait des sketchs comiques et rôtissait les fans en direct pendant le spectacle. À l'âge de 51 ans en 1942, elle faisait encore des routines à haute énergie. Parfois, elle faisait des blagues sur ce que les gens au premier rang portaient, et la foule devenait folle. Elle n'a pas ralenti, même en voyageant 8 mois par an. En 1989, à 58 ans, elle a rejoint la tournée nationale de Anything Goes. Elle avait une blessure à la hanche, mais donnait quand même des coups de pied haut et portait des tenues moulantes et scintillantes. Chunk 9. Pour les gens n'arrivaient pas à croire à quel point elle était encore forte et gracieuse. Dans un numéro, elle a chanté une ligne sur la cocaïne qui a frappé fort compte tenu de ce qui se passait dans le monde à l'époque. Sa présence sur scène a réduit au silence des théâtres entiers. Même dans les années 2000, Mitzi ne s'est pas arrêtée. Elle a fait une tournée avec Razzle Dazzle, My Life Behind the Sequins de 2009 à 2014. À 88 ans en 2019, elle se produisait assise avec Michael Feinstein en raison d'une blessure à la jambe, mais sa voix brillait toujours. Elle a chanté « Il n'y a pas de métier comme le spectacle » et a dit qu'elle rêvait encore de danser à nouveau. Elle a utilisé des paroles offertes par Ira Gershwin et a conservé sa partition dans des archives. Son mélange de charme du vieil Hollywood avec des blagues modernes a continué d'attirer de nouveaux fans. En 1954, elle a rencontré Jack Bean au château Marmont. Il l'a demandé en mariage juste après leur 3e rendez-vous. Sa famille a été choquée. Son père hongrois, Henry, craignait que ce soit trop tôt, d'autant plus qu'elle venait de terminer son contrat avec Fox. Mais ils se sont mariés à San Francisco le 18 novembre 1954. Seules 50 personnes sont venues. Jack a quitté son emploi pour devenir son manager. Il a négocié son contrat avec South Pacific pour 500 000 $ en 1958. Leur amour cessa mélanger aux affaires et cela a duré. Ils n'ont jamais eu d'enfants. En 2013, Mitzi a déclaré qu'avoir des enfants aurait mis fin à sa carrière. Elle était toujours en mouvement. Films, Vegas, télévision, et ils ont choisi le travail à la place. Les fans ont été stupéfaits parce que cela allait à l'encontre de ce que la plupart des gens attendaient des couples à l'époque. Jack s'occupait des finances et elle se produisait. Mais ce n'était pas toujours parfait. En 1956, il est devenu jaloux de Bing Crosby et ils se sont disputés. À partir de 1960, ils ont vécu dans la même maison de Beverly Hills. Ils l'ont achetée pour 100 000 $. Après la mort de Jack en 2006, Mitzi portait son alliance sur un bracelet. Elle a dit qu'elle sentait sa présence même des années plus tard. Elle lui parlait dans sa tête lorsqu'elle prenait des décisions. Chunk 10. Frère.
Cette maison était pleine de souvenirs, d'accessoires de films, de costumes, de prix. Elle y a vécu jusqu'à son décès le 17 octobre 2024 à l'âge de 93 ans. Pendant les années de Vegas, les choses sont devenues difficiles. Jack devenait jaloux de ses danseurs masculins. En 1970, une dispute a retardé toute une émission spéciale télévisée. Une fois, en 1968, les choses ont tellement mal tourné qu'ils ont failli divorcer. Mais ils ont essayé la thérapie de couple, ce qui était rare à l'époque. Au final, leur amour a tenu bon. Même sa jalousie est devenue un carburant pour son succès. Il gérait ses millions. Il l'a même empêché de porter un costume qu'il jugeait trop révélateur en 1975. Ils se sont battus, ils se sont aimés et ils ont enduré. Après son décès, Mitzi s'est occupée de tout seul. À 75 ans, elle gérait un patrimoine de 20 millions de dollars. Elle a dit qu'elle lui parlait toujours dans ses pensées. Elle a même refusé une offre de Broadway de 2 millions de dollars en 2010 parce qu'elle sentait que ce n'était pas juste et que Jack lui aurait dit non. En 2008, elle a réalisé un documentaire qui a remporté un Emmy Award. En 2017, elle a été honorée dans le Great American Songbook. Elle a organisé des commémorations annuelles pour Jack avec des amis proches. Elle est restée forte, indépendante et pleine de cœur jusqu'à la fin. Un soir, Hughes l'a demandée en mariage. Il l'a suppliée encore et encore. Elle n'avait que 19 ans et jouait déjà dans des films comme Golden Girl. Mais juste au moment où elle commençait à penser à son offre, elle a découvert la vérité. Il ne l'avait pas seulement demandée en mariage. Il avait également demandé en mariage des dizaines d'autres femmes. Certaines personnes disaient même que le nombre était supérieur à 400. Cela l'a frappée comme une gifle. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ne savait même pas choisir. Elle a mis fin à tout là-bas. Chunk, 11. Fort plus tard, elle en a plaisanté, disant qu'elle était jeune et tellement sexy, mais pas stupide. Cette rupture a ouvert la porte à quelqu'un d'autre. Jack Bean, l'homme qu'elle rencontrera en 1952 et avec qui elle restera pour le reste de sa vie. Même après la fin, Hughes et Rose est resté dans son histoire. Pendant leur temps ensemble, il lui a offert des bijoux, des boucles d'oreilles, un collier et une bague en diamant. Elle les a tous gardés. Elle les a même portés lors d'interviews des décennies plus tard, comme en 2019 lorsqu'elle a montré la bague en riant du passé. Cette même bague a été mise aux enchères en 2022. Elle faisait partie d'un groupe de ses bijoux personnels et les fans ont été choqués lorsque la bague seule s'est vendue à une fortune. Certains ont dit qu'elle valait peut-être plus de 200 000 $. Ce n'étaient pas que des choses brillantes. C'étaient des morceaux d'une période de sa vie où tout était rapide, excitant et déroutant. Elle les avait portés lors de promotions de films en 1958 lorsque South Pacific a fait d'elle un nom familier. Elle s'y était accrochée comme des souvenirs, pas comme des regrets. Et quand ils se sont vendus, les gens n'achetaient pas que des pierres précieuses. Ils achetaient un morceau de l'histoire d'amour la plus étrange du vieil Hollywood. Mais la partie la plus folle n'était pas la bague, c'était la terre. Au début des années 1950, Hughes lui a donné un étrange conseil. Il lui a dit d'acheter des terres à Las Vegas. « Acheter de la terre », a-t-il dit. Il lui a même donné 25 $ l'acre pour l'aider. Mitzi a acheté 5 acres. À l'époque, cela ne ressemblait à rien. Le strip était principalement un désert vide, mais elle a regardé la terre pendant près de 60 ans. Puis, en 2011, elle l'a vendu pour 2 millions de dollars. Ce qui a commencé comme un conseil bizarre d'un homme excentrique s'est transformé en l'une des décisions les plus intelligentes qu'elle ait jamais prises. Plus tard, elle a acheté une propriété à Beverly Hills et a même possédé une partie du Flamingo Hotel, gagnant 40 000 $ par semaine grâce à son numéro de cabaret. Cette terre est devenue son parachute doré. Bien après la fin de la romance et qu'Hughes se soit retiré dans la solitude, les années ont passé et, en 2010, quelque chose de magique s'est produit. À l'âge de 78 ans, Mitzi a finalement présenté son premier vrai spectacle de cabaret à New York. Chunk. 12.
For il lui avait fallu 60 ans pour y arriver. Elle a dansé, raconté des histoires, porté des tenues Bob Mackie et plaisanté avec la foule. Elle a fait des coups de pied hauts. Elle a fait le grand écart. Les gens n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Cela s'appelait Razzle Dazzle, My Life Behind the Sequins. Et elle a tout donné. Les gens ont applaudi comme si elle avait encore la vingtaine. Un an avant cela, en 2009, elle avait écrit un livre du même titre. Dans celui-ci, elle a dit la vérité. Elle a partagé ses regrets, comme celui d'avoir refusé le rôle principal dans La Mélodie du Bonheur parce qu'elle ne voulait pas rester coincée à jouer les mêmes rôles joyeux. Elle a parlé d'avoir perdu. Certains l'aiment chaud et s'est demandé si Howard Hughes avait trop façonné ses choix. Elle s'est souvenue d'avoir une fois battu Elizabeth Taylor pour un rôle et d'avoir rencontré des stars comme Marlene Dietrich et Irving Berlin. Elle s'est confiée sur ce que cela signifiait vraiment de survivre à Hollywood, de continuer à se produire même lorsque les projecteurs ont commencé à s'estomper. Elle avait fait 17 films et quand les films ont ralenti, elle est allée à Vegas. Entre 1967 et 1968, ses émissions spéciales télévisées lui ont valu 17 nominations aux Emmy Awards. Mais peu importe ce qui a changé, elle a continué d'avancer. Même lorsque la vie l'a durement frappée, elle ne s'est pas arrêtée. En 2012, à l'âge de 41 ans, elle a subi une arthroplastie de la hanche. La plupart des gens mettraient des mois ou des années à se rétablir. Pas Mitzi, elle est revenue. Se produire lors d'événements caritatifs quelques mois plus tard. Elle n'a jamais laissé l'âge la ralentir. Elle croyait que si vous continuiez à danser, le monde continuerait à applaudir. Sa formation en ballet ne l'a jamais quittée, ni son sourire. Elle a perdu son mari Jack Bean en 2006 après 52 ans de vie commune. Il avait été son rock. Ils n'ont jamais eu d'enfants, mais ils ont eu une vie pleine. Après son décès, elle a consacré son énergie à se produire et à aider les autres. Chunk, 13. Forel a donné de l'argent à des organisations caritatives artistiques, a aidé de jeunes danseurs et a même discrètement encadré des designers et des chanteurs. Beaucoup ne savaient pas ça, c'est avant sa mort, tout ce qu'elle avait fait en coulisses. Elle adorait cuisiner. À 88 ans, lors d'une interview à PBS en 2019, elle a plaisanté en disant qu'elle aurait tué pour avoir 50 ans à nouveau. Elle a partagé des recettes comme ses bars au citron et son goulash hongrois. Elle a ri, raconté des histoires et a dit que le secret du vieillissement était l'attitude. « Profitez de qui vous êtes », a-t-elle dit. « La vie est merveilleuse. » C'était elle. Même quand elle souffrait, elle trouvait un moyen de briller. Puis vint le rideau final. Le 17 octobre 2024, quelques semaines seulement après son 93e anniversaire, Mitzi Gaynor est décédée à Los Angeles. Sa mort a été paisible. Elle était entourée de gens qui l'aimaient. Ses managers ont dit qu'elle avait été pleine de vie jusqu'à la toute fin. Sa dernière grande apparition avait eu lieu dans un documentaire de 2023 sur sa vie. Elle n'a laissé aucun enfant, mais elle a laissé un héritage. Sa valeur nette était d'environ 50 millions de dollars. Elle a dansé, joué, chanté, cuisiné, encadré et aimé pendant près d'un siècle. Elle avait vécu l'âge d'or d'Hollywood et en avait survécu à presque tout. Et même après son départ, d'autres secrets ont été révélés. Des amis et des fans ont partagé des lettres qu'elle avait écrites pendant leurs pires moments. Un designer a dit qu'elle avait changé toute sa vie avec une seule rencontre en 1997. Mitzi n'a jamais cessé de se produire. Pas vraiment. Même dans ses dernières années, elle racontait encore des blagues, donnait de l'espoir et se présentait. Elle était dure et gentille et pleine d'éclat.